Donc, notre conférence intitulée Troubles auto-humains non conventionnels, implication dans la prise en charge intégrative. Il s'agit d'une conférence organisée dans le cadre de la préparation au Forum international de nutrition intégrative, dans sa cinquième édition qui aura lieu entre le 21 et le 25 juin prochain. Euh, Cette édition va être réalisée entièrement en ligne. Donc, on aura plusieurs intervenants euh, très intéressants. Donc, je vous en dirai un peu plus sur le programme et sur les intervenants et les informations pratiques par rapport à cet événement à la fin de cette conférence. Donc, notre conférence s'intitule Troubles auto-humains non conventionnels. Euh, il s'agit là d'un très gros problème de santé, je dirais même de santé publique, puisque on parle ici des troubles auto-humains non identifiés. Habituellement, une maladie auto-immune, on dit maladie auto-immune d'ailleurs, on ne dit pas trouble auto-humain, on dit maladie auto-immune. Quand on parle de maladie auto-immune, on est d'emblée dans les troubles auto-humains conventionnels, dans le sens où c'est c'est une maladie qui est diagnosticable avec des critères diagnostiques, que ce soit clinique, biologique, etc., génétique et tout ça, euh, et qui est déterminé. Très souvent, les maladies auto-immunes, pas toujours, mais très souvent, sont classifiées en fonction de leur localisation. Les troubles auto-humains, habituellement, ont la même physiopathologie. On va voir tout à l'heure les différents déterminants physiopathologiques des troubles auto-humains qui sont les mêmes pour toute maladie auto-immune et tout trouble auto-humain non conventionnel. Ce qui va changer, c'est la localisation. On peut avoir aussi des troubles auto-humains qui existent et qui sont connus aussi, identifiés, codifiés, qui sont généralisés. Mais la plupart du temps, ce sont voilà, des troubles auto-humains au niveau de la thyroïde, au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau de tel ou tel tissu, au niveau du système nerveux, etc. OK? Donc, on va parler ici de l'auto-immunité, on va dire la physiopathologie de l'auto-immunité, même si là, on va déterminer ce que sont des troubles auto-humains non conventionnels, mais tout ce qu'on va raconter ici sur les troubles auto-humains non conventionnels s'applique aussi sur les maladies auto-immunes classiques. OK? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trouble auto-humain non conventionnel, comme je l'ai déjà expliqué? Eh ben, c'est un trouble qui va apparaître euh, au sein donc d'un organisme qui présente un terrain auto-humain. Un terrain auto-humain, c'est un mode de fonctionnement du système immunitaire avec un certain nombre de déterminants qui vont faire en sorte que le système immunitaire va fonctionner selon un mode d'auto-immunité. On parle d'un terrain auto-humain classiquement en clinique, on dit une personne qui a un terrain auto-humain, c'est-à-dire qu'il a déjà peut-être une ou quelques maladies auto-immunes. Et le plus important ici, dans cette notion de terrain auto-humain, c'est que cette personne va développer dans le futur d'autres maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que son système immunitaire fonctionne selon un mode d'auto-immunité. On n'aura pas l'occasion de rentrer dans tous les détails ici dans cette conférence, mais ça, c'est le principe de base. Mais quand on parle de maladies auto-immunes, on parle ici de troubles auto-immuns conventionnels, et le fait qu'une personne a développé une maladie auto-immune, ben, c'est très possible et très probable qu'elle puisse développer d'autres maladies auto-immunes, voire des troubles auto-immuns non conventionnels. Ce qui ne veut pas dire non plus que si la personne n'a pas de maladie auto-immune diagnostiquée,
qu'elle n'aurait pas non plus un trouble auto-humain non conventionnel. D'accord? Donc, il y a le terrain auto-humain ou le terrain d'auto-immunité qui va de toutes les façons, à un moment donné, conduire à l'apparition d'une ou deux ou plusieurs maladies auto-immunes. Donc, maladie, encore une fois ici, troubles conventionnels auto-humains. D'accord? Mais avant cela, pendant et après, on peut avoir aussi affaire à des troubles auto-humains non conventionnels, non diagnosticables, selon les critères classiques de diagnostic de telle et telle maladie auto-immune. OK? Donc, ce sont des troubles qui peuvent se manifester avec une variété de symptômes, mais qui ne sont pas identifiables comme maladie auto-immune classique. On va avoir un certain nombre de symptômes, d'un syndrome, voire même une maladie qu'on connaît, mais laquelle on n'aurait pas pensé qu'il y aurait un trouble auto-humain associé, ou à l'origine, hein, ou partiellement à l'origine. Donc, vous avez des exemples de ça. L'athérosclérose, par exemple. L'athérosclérose, vous avez certains, certains patients qui souffrent d'athérosclérose qui ont des anticorps des anticorps qui développent des anticorps divers et variés. D'ailleurs, ça peut être des anticorps anti-LDL, par exemple, anti-LDL oxydés, par exemple, ou d'autres types d'anticorps. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont développer de l'athérosclérose vont avoir ça, mais il y a cette possibilité de développer des anticorps. Bon, les anticorps anti-LDL oxydés, on ne les connaissait pas il y a quelques années. Ça veut dire que ce problème-là d'auto-immunité existait. Donc, j'ai pris l'exemple de l'athérosclérose parce que c'est un problème qui est assez répandu et connu. Euh, donc, les troubles auto-humains non conventionnels, en fait, ça correspond à tous les troubles auto-humains, y compris conventionnels. C'est juste que à un moment donné, on a découvert des anticorps, et on a codifié les outils, la manière de diagnostiquer ces maladies-là. Et on a dit, OK, ça c'est telle maladie, ça c'est telle maladie auto-immune, ça c'est telle autre maladie auto-immune. Mais avant de pouvoir les découvrir, avant de pouvoir les codifier, ces maladies-là existaient quand même, mais on ne les considérait pas comme étant des maladies auto-immunes. C'est-à-dire qu'ils étaient des troubles auto-humains non conventionnels. Donc, par définition, toute maladie auto-immune était à un moment donné considérée comme un trouble auto-humain non conventionnel. OK? On a peu d'études, paradoxalement, on a peu d'études qui parlent de ce problème-là, de maladies, enfin de troubles auto-humains non conventionnels, mais ça existe. Donc, c'est des choses, c'est des problématiques émergentes, comme ce qu'on a maintenant, la plupart de ce qu'on a en médecine fonctionnelle, tout ça, les problématiques, par exemple, liées à l'histamine, etc., c'est des problématiques qui sont émergentes et qui étaient auparavant sous-diagnostiquées. OK? Donc, quelles sont les caractéristiques d'un trouble auto-humain non conventionnel? Ben, on a quelques caractéristiques déjà. Donc, la symptomatologie atypique et étendue, on va dire des symptômes multisystémiques. Les symptômes multisystémiques sont dus la plupart du temps à soit des troubles liés à l'histamine, des troubles liés aux hormones, des troubles liés à des infections, ok? Et dans un certain nombre de cas, à des troubles auto-humains non conventionnels. Et ces différentes hypothèses-là ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. C'est-à-dire les infections peuvent favoriser les troubles auto-humains non conventionnels, les histaminoses aussi, et puis les déséquilibres hormonaux ou certains déséquilibres hormonaux aussi. Et ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, voilà, c'est le fait qu'on se dise, OK, cette personne-là elle a des troubles liés à l'histamine, ce qui explique ses plaintes multisystémiques, ça n'exclut absolument pas un trouble auto-humain non conventionnel. OK?
Euh, donc, des cibles antigéniques spécifiques. Bon, spécifiques, bah, ça peut être, on va dire, des anticorps moins connus ou beaucoup moins connus ou beaucoup moins dosés, mais voilà, qui sont plus ou moins négligés. On prend un autre exemple, je crois qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu aussi, les encéphalites, par exemple. Les encéphalites, vous avez plusieurs classifications, mais vous avez la classification la plus simple, c'est les encéphalites auto-immunes, les encéphalites d'origine virale. Comment on détermine qu'une encéphalite est d'origine virale ou auto-immune? Bon, en fait, on a une liste d'anticorps qu'on va doser, et si on trouve que tous les anticorps sont négatifs, on dit c'est d'origine virale. On n'a pas déterminé une infection virale précise. On a juste, en fait, en gros, deux hypothèses qu'on va tester. On va tester l'une, et par élimination, on dit c'est l'autre. Mais en fait, la liste d'anticorps qu'on va tester, c'est pas nécessairement une liste complète. Il peut y avoir juste un seul anticorps qui manque dans cette liste, et certainement qu'il y en a même plusieurs qui manquent. Et là, on va passer sur l'hypothèse virale, ce qui n'est pas non plus contradictoire avec aussi l'hypothèse auto-immune. Les deux vont ensemble. D'ailleurs, dans les maladies auto-immunes classiques, conventionnelles, une des hypothèses qui permet de les expliquer, c'est l'infection virale. Donc, il y a la génétique, et puis il y a le sexe, les hormones, tout ça, et vous avez aussi l'hypothèse virale dans les maladies auto-immunes classiques, conventionnelles. Donc là, dans cet exemple d'encéphalite auto-immune, euh, donc déjà, quand vous regardez un peu l'historique de découverte ou de détermination des anticorps, bah, ça n'a pas été découvert le même jour d'un coup. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des anticorps auparavant qu'on ne connaissait pas, et on dosait un certain nombre d'anticorps, et quand ces anticorps qu'on connaissait déjà étaient négatifs, on disait c'est une atteinte virale. Or, à un moment donné, on a découvert d'autres anticorps qu'on a intégrés à la liste. C'est comme ça que ça fonctionne par rapport aux maladies auto-immunes. On a toujours ces ambiguïtés-là. Notamment, j'ai pris cet exemple on va voir d'autres exemples après, d'encéphalite, par exemple auto-immune ou virale. OK? Donc, on n'a pas de critères diagnostiques clairs, puisqu'il n'y a pas, en fait, la maladie n'existe pas. Donc, on sait pas, enfin, on sait pas où regarder. On ne dose pas les anticorps. C'est- On a un bilan immunitaire ou immunologique détaillé en dehors des anticorps, hein. Il y a un certain nombre d'anticorps qu'on dose aussi, les anticorps antiphospholipides, ce genre d'anticorps-là, qui sont un peu des anticorps euh, à application générale. Mais les anticorps spécifiques pour une protéine précise, je sais pas, ou une molécule précise, ceux-là, on va pas faire, je ne sais pas moi, les quelques milliers d'anticorps qu'on connaît chez tout le monde, pour voir est-ce que ça est... Et quand bien même on les ferait, il y a certainement d'autres anticorps qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaîtrait pas auparavant. Je vous donnerai des exemples juste après. OK? Donc, symptomatologie étendue, atypique, multisystémique, qui ne s'explique pas par d'autres étiologies, ou en tout cas les autres étiologies, même si elles peuvent expliquer ces symptomatologies, elles ne pourraient pas expliquer la totalité des symptomatologies, elles ne pourraient expliquer que partiellement ces symptomatologies. Aussi, donc, des critères inexistants, ok? Et donc, on peut avoir aussi, en parallèle de ça, donc quelque chose qui est très caractéristique, c'est la réponse au traitement immunosuppresseur et anti-inflammatoire, et surtout immunosuppresseur. C'est quelqu'un, il a un trouble, il a un certain nombre de symptômes, le médecin suspecte une atteinte auto-immune, il fait faire tel et tel anticorps classique, il les trouve tous négatifs, il se dit c'est bizarre, j'arrive pas à expliquer ça par aucune autre hypothèse,
Il dit quand même, bon, moi j'ai quand même en tête que c'est une atteinte auto-immune, peut-être qu'on a raté un anticorps ou quelque chose. Il met le patient sous des immunosuppresseurs et hop, le patient se sent mieux. Les autres symptômes ont disparu ou ont fortement régressé. Qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est pas une atteinte auto-immune? OK? Et donc, on peut avoir aussi une association avec des symptômes ou des conditions qui ne sont pas forcément immunitaires, c'est-à-dire, voilà, on a parlé un peu d'une certaine association avec les maladies liées à l'histamine, que ce soit le SMA, l'intolérance à l'histamine ou même des allergies. Euh, Là, c'est une fonction immunitaire. On a parlé des infections. Les infections, bah, pareil, c'est une fonction immunitaire aussi. OK, etc. L'inflammation, tout ça. Mais ces troubles auto-humains non conventionnels, ils peuvent apparaître dans n'importe quel tissu, et ils peuvent atteindre n'importe quel tissu, n'importe quel type de cellule, et donc ils vont être associés nécessairement avec une symptomatologie qui est caractéristique à l'atteinte de ce tissu, qui n'est pas forcément, qui ne fait pas forcément partie du système immunitaire. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler des troubles auto-humains non conventionnels. Alors, on a les infections, et surtout les infections froides, qui sont très déterminants dans les troubles auto-humains non conventionnels. Alors, c'est peut-être des infections fongiques, bactériennes, virales, parasitaires. Pas toutes, bien sûr, mais les infections froides, c'est-à-dire les infections chroniques, qui se manifestent, qui sont là de façon latente et qui se manifestent par moment de manière aiguë, mais qui reste là tout le temps et qui crée un terrain inflammatoire et un terrain propice à l'auto-immunité. OK? Et il y a plusieurs mécanismes de, de développement de ce terrain d'auto-immunité à cause de ces infections froides. Entre autres, le mécanisme le plus connu, c'est le mimétisme moléculaire. D'accord? On peut avoir aussi la libération d'auto-antigènes comme autre mécanisme. On peut avoir aussi des atteintes de l'immunité spécifique, la fonction des CD4, CD8, les lymphocytes B. Euh, bon, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais quand on fait un typage lymphocytaire, une analyse donc de typage lymphocytaire, on voit les déséquilibres qu'on a au niveau des lymphocytes. Et là, on peut dire que, OK, là, c'est plutôt un terrain auto-humain, là, c'est plutôt un terrain cancéreux ou infectieux ou autre, mais ça donne une idée sur ça, donc sur ces déséquilibres qui sont induits, entre autres, par ces infections froides. Donc, les mécanismes par lesquels, comme je disais, ces infections froides peuvent induire un terrain d'auto-immunité et donc des troubles auto-humains non conventionnels, vous avez le mimétisme moléculaire, c'est le mécanisme le plus classique, le plus connu, le plus étudié. C'est-à-dire, vous avez l'agent infectieux qui va produire une molécule qui ressemble euh, à deux gouttes d'eau à une molécule qui est un constituant euh, cellulaire ou une molécule de signalisation ou un constituant membranaire ou mitochondrial ou autre, n'est-ce pas? Et donc là, le système immunitaire produisant des anticorps contre cette molécule qui provient de l'agent infectieux, eh ben, il a produit l'anticorps qui va aussi neutraliser la ou les molécules cellulaires qui permettent une bonne fonction cellulaire. Alors, c'est pas aussi systématique que ça parce que ça tout dépend de l'exposition de la molécule cellulaire. En fait, si vous avez une molécule qui est moins exposée, c'est-à-dire qui est une molécule de structure, euh, par exemple dans un organite cellulaire, je sais pas, dans le lysosome quelque part ou dans l'appareil de Golgi
qui est caché quelque part, etc., l'anticorps va pas nécessairement aller se fixer directement sur cette molécule-là, d'autant plus qu'elle est fixée sur d'autres molécules, et donc c'est pas aussi simple que ça. Par contre, si on a une accessibilité suffisante par rapport à cette molécule cellulaire, ben, c'est très facile que l'anticorps puisse venir neutraliser cette molécule-là, et l'utilisation de ces anticorps-là va être estimée par les cellules qui les produisent, donc les lymphocytes B, et en fonction de ce niveau d'utilisation d'anticorps, les lymphocytes B vont répondre en produisant une quantité suffisante. C'est-à-dire, en gros, le lymphocyte B va se dire, pour simplifier, bon, j'ai une certaine quantité d'agents infectieux. Ces agents infectieux, ils produisent une molécule toxique, qui est considérée comme un antigène. Je vais produire une quantité équivalente d'anticorps. Cet anticorps va venir se fixer sur l'antigène, la molécule toxique produite par l'agent infectieux, et il va la neutraliser, et le problème est réglé. Bon, maintenant, imaginons qu'il y a la molécule produite par l'agent infectieux, mais qu'il y a un mimétisme moléculaire avec cette molécule-là, avec une autre molécule cellulaire. Admettons que c'est une molécule qui est très exposée, par exemple, qui est dans la membrane cellulaire. Il y a une partie des anticorps produits qui vont aller neutraliser la molécule produite par l'agent infectieux, mais une autre partie va se diriger vers cette molécule qui se trouve dans les membranes de tel ou tel type de cellules. Euh, et donc là, il y a une quantité d'antigènes d'anticorps, pardon, qui a été produite par les lymphocytes B, et cette quantité-là, elle va être reproduite. L'agent infectieux, à un moment donné, il va partir, ou il va cesser de produire le- la, la molécule toxique. Par contre, les cellules, elles, continuent à exprimer cette molécule, cette protéine, par exemple. Et donc, les lymphocytes B vont continuer à produire l'anticorps qui va venir détruire cette molécule à chaque fois. On a là un processus auto-humain non conventionnel. Donc, vous avez l'activation polyclonale également. Pareil, là aussi, on a pareil, une activation des mécanismes complexes d'activation des lymphocytes B qui vont conduire aussi à produire des anticorps, pas nécessairement avec cette histoire de mimétisme moléculaire, mais ça peut être des anticorps, voire des auto-anticorps. Et alors, ça peut être l'inflammation chronique. Le terrain inflammatoire conduit nécessairement, à un moment donné, à un terrain auto-humain. Plus l'inflammation est importante et se développe, plus elle est là dans le temps et plus la configuration du fonctionnement du système immunitaire passe vers un fonctionnement auto-humain. Ok, donc ça passe, en général, ça passe d'un fonctionnement inflammatoire vers un fonctionnement auto-inflammatoire. Auto-inflammatoire, ce sont les macrophages et tout ce qui fait la phagocytose qui vont venir attaquer les cellules elles-mêmes. Parce que les cellules se sont détériorées et ils sont moins renouvelés, donc ils sont considérés par l'immunité innée comme étant des cellules à éliminer parce que ce sont des cellules un peu détériorées et tout ça. Donc le système immunitaire va venir attaquer donc une partie de ces cellules, ces tissus, et ça va créer ce qu'on appelle de l'auto-inflammation. Et cette configuration d'auto-inflammation, quand elle persiste, elle vire vers une configuration d'auto-immunité, où là, c'est les cellules spécialisées qui s'y mêlent. Ce sont les lymphocytes T, lymphocytes B. OK? Et puis, vous avez la libération d'auto-antigènes aussi. Vous avez ça dans les cas, par exemple, d'infection. Où vous avez des cellules infectées qui vont produire des antigènes pour venir les détruire. Sauf que ces antigènes-là, ces auto-antigènes, ben, toutes les autres cellules peuvent les détruire. Une fois qu'on a enclenché la machine de production d'anticorps contre ces auto-antigènes, eh bien, il y aura toujours un niveau basal de ces anticorps qui vont aller détruire telle et telle cellule, même si elle n'est pas nécessairement infectée. Bon, voilà.
Donc, vous avez un ensemble d'infections qui peuvent être considérées comme des infections froides, des agents infectieux qui peuvent provoquer ce qu'on appelle des infections froides et donc qui peuvent prédisposer à un terrain auto-humain et donc à des troubles auto-humains non conventionnels voire conventionnels. Les infections virales type cytomégalovirus, herpès virus, virus d'Epstein-Barr, tout ce qui permet de la réactivation virale aussi, hein. Le SARS-CoV-2, Covid-19, c'est un puissant réactivateur viral. Donc le SARS-CoV-2, une de ses fonctions primaires, c'est d'aller réactiver tous les virus qui sont latents. OK? Donc le Lyme aussi, le Lyme également, le Lyme, c'est la définition même de l'infection froide. C'est- Euh, donc la tuberculose, par exemple, Mycobacterium tuberculosis, c'est un des agents infectieux qui peut rester longtemps et qui peut être considéré comme une infection froide. Les candidats, les candidoses, Toxoplasma gondii, pareil. Voilà, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Ça, c'est des exemples. OK? Donc, dans un contexte d'infection virale ou d'infection froide, que vous connaissez l'infection ou que ce soit une infection moins connue ou moins répandue, peu importe, ça peut être aussi les problématiques de parasitose aussi, qui sont des problématiques très émergentes. Là, on aura aussi donc tout ce qui concerne les infections parasitaires au niveau intestinal, qui va avoir aussi un impact sur l'auto-immunité également. Donc, tous ces types d'infections-là, eh bien, quand la personne les a de façon chronique, il faudrait directement faire le lien avec éventuellement un trouble auto-humain non conventionnel. C'est en fait les troubles auto-humains non conventionnels, comme on ne sait pas les identifier clairement et précisément, ça reste des hypothèses. Donc, dans votre pratique courante, vous allez poser une hypothèse. OK, il est possible que tout ce que je vois là chez mon patient et que j'arrive pas à expliquer par aucune autre explication, aucune autre étiologie, vu que mon patient il a telle et telle infection virale par exemple ou infection froide, bah, il est possible que ça soit un trouble auto-humain non conventionnel. Vu que, par exemple, dans sa famille, il a des antécédents de certaines maladies auto-immunes, maladies hein, conventionnelles, ben, il est possible que chez lui, ces maladies-là ne se sont pas encore manifestées et que là, il est sur un terrain d'auto-immunité et que probablement qu'il est un trouble auto-humain non conventionnel. D'accord? Donc, vous avez des exemples ici de pathologies associées à des troubles auto-humains non conventionnels. Euh, Certains qui sont, voilà, qui sont maintenant plus ou moins connus, d'autres moins, je veux dire en termes de rapport avec l'auto-immunité. Vous avez les syndromes neurologiques paranéoplasiques, vous avez ce qu'on appelle la sensibilité au gluten non cœliaque. On ne parle pas ici de maladie cœliaque, qui est une vraie maladie auto-immune. Là, la sensibilité au gluten non cœliaque, ça devrait être considéré comme étant une, un trouble auto-humain non conventionnel dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. Et donc, on trouve cette sensibilité au gluten non cœliaque très souvent chez les patients qui ont un terrain d'auto-immunité. On fait un typage lymphocytaire, on regarde, on sait que la personne, elle a un terrain auto-humain. Bon, en plus de ça, elle a une sensibilité au gluten, c'est-à-dire en gros, quand elle enlève le gluten, il y a tout un tas de symptômes qui disparaissent. On sait que c'est d'origine auto-immune, ce truc-là. D'ailleurs, le gluten est très connu comme étant chez une partie de la population, pas chez tout le monde, mais chez une partie de la population, notamment ceux qui ont cette sensibilité au gluten non cœliaque, comme étant un déclencheur de certaines maladies auto-immunes. Là où c'est le plus fréquent, c'est la thyroïdite d'Hashimoto, par exemple. La maladie auto-immune la plus associée avec l'hyperperméabilité intestinale et la sensibilité au gluten non cœliaque, c'est la maladie d'Hashimoto.
Ok, vous avez aussi la fatigue chronique, le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie. D'accord? Donc avant, quand on disait attention, il peut y avoir ici une histoire d'auto-immunité, tout ça, on disait non, non, c'est pas possible, c'est plus une somatisation, c'est plus une atteinte psychologique, enfin, c'est plus la personne qui se plaint trop, tout ça. Ben non, puisque il y a quelque temps, ben, c'est très récent, qu'est-ce qu'on a découvert, à votre avis? Des anticorps anti-NMDA. Tiens, bon, maintenant on sait qu'il y a des anticorps anti-NMDA, pas toujours dans la fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique, mais souvent des anticorps anti-NMDA. Bon, voilà, ici, un exemple parfait d'un trouble auto-humain non conventionnel qui, il n'y a pas très longtemps, était complètement non considéré et que maintenant on commence à s'y intéresser de plus en plus. On n'a pas de maladie auto-immune, c'est-à-dire fibromyalgie n'est pas une maladie auto-immune, ok? On n'a pas de maladie auto-immune précise sur cette condition-là. Par contre, on a des anticorps. Tiens, on a trouvé des anticorps anti-NMDA. Il est très probable qu'il y ait d'autres anticorps aussi qu'on n'a pas encore découverts. Ok. La sensibilité chimique multiple. Donc, vous avez des personnes qui tolèrent pas grand-chose, que ce soit alimentaire ou non alimentaire ou même par l'odeur ou voilà. Sensibilité chimique multiple, c'est sensibilité à peu près à tout. Il est possible que ça soit aussi une atteinte auto-immune. Vous avez pas mal de cas de sensibilité chimique multiple qui sont d'origine auto-immune ou du moins dont le terrain auto-humain ou la composante auto-immune joue un rôle majeur. Alors, syndrome du côlon irritable, ou ce qu'on appelle maintenant le syndrome d'intestin irritable, ce qu'on appelait jadis le côlon nerveux. Le côlon nerveux, qu'est-ce que c'est? C'était pour dire en fait que c'est le côlon nerveux, c'est-à-dire c'est la personne qui a des hallucinations presque, on ne dit pas ça de cette façon, mais qui a presque des hallucinations ou qui somatise, qui a un problème psychique qui fait que elle a mal, elle pense qu'elle a mal dans le côlon alors que tout va bien, tout ça. Eh ben non, puisque maintenant, dans le syndrome intestin irritable, qu'est-ce qu'on a découvert? Ben, on a découvert des anticorps antivinculines et des anticorps antiactines. Tiens, comme par hasard. Très fréquent chez les personnes qui ont syndrome intestin irritable. Bon, bah, c'est une atteinte ou un trouble auto-humain non conventionnel. Ok. Vous avez aussi toutes les histoires là d'intolérance alimentaire non IgE médiée, tout ça. Les hypersensibilités de type 2, de type 3, tout ça. Alors, c'est pas systématique, c'est pas systématique que ça soit un trouble auto-humain. Mais si en même temps vous avez quelqu'un qui a une intolérance alimentaire en parallèle d'un typage lymphocytaire qui montre une tendance à l'auto-immunité, bon là vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose d'auto-humain en rapport avec ces intolérances alimentaires multiples. Ok? Vous avez le PANDAS, qui est une pathologie qui atteint les enfants, c'est une pathologie neuropsychiatrique qui atteint les enfants qui sont atteints d'infections à streptocoque et qu'on ne considérait pas avant comme étant une maladie auto-immune et que maintenant on considère comme étant une maladie auto-immune. On a introduit récemment la notion ou le mot auto-humain, hein, pediatric, auto-immune, neuropsychiatric, etc. Ici, c'est récent, c'est une appellation récente. Donc, le mot auto-humain a été introduit récemment, parce qu'on a vu que c'était une réponse auto-immune, une vraie réponse auto-immune, qui est d'ailleurs polymorphe dans ce cas-là, qui est déclenchée par une infection à streptocoque chez l'enfant. Alors, exemple d'anticorps découvert il n'y a pas très longtemps
n'est-ce pas? Et qui sont encore dans la catégorie des anticorps liés à des troubles auto-humains non conventionnels. Anticorps antivinculine, anticorps antiactine. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est des anticorps qui sont liés à des atteintes du complexe moteur migrant. On trouve notamment dans le syndrome intestin irritable, dans le SIBO. OK? Parce que syndrome intestin irritable SIBO, vous avez à peu près la moitié c'est un peu variable, la fourchette est un peu variable, mais vous avez à peu près la moitié du syndrome intestin irritable et qui est associé à un SIBO. La moitié, autour de 50%. Et très souvent, dans ce contexte de SIBO, de syndrome intestin irritable, tout ça, très souvent, on peut avoir des anticorps antivinculines, voire des anticorps antiactines. Ok. On ne les considère pas comme des pathologies auto-immunes, ces problématiques-là, syndrome intestin irritable et SIBO. Mais on a une composante auto-immune assez souvent là-dedans. Donc là, anticorps antivinculine, anticorps antiactine, c'est le docteur Marc Pimentel qui les avait identifiés, mais avant, on ne les connaissait pas. Et puis, il y a certainement d'autres anticorps qu'on n'a pas encore su identifier maintenant. Donc là, on est en plein dans le trouble auto-humain non conventionnel. Anticorps anti-muscle lisse, ben, pareil, là, ça existe, il y en a plein, hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un peu spécial. Ok, donc dans les athéroscléroses, par exemple, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, on les trouve dans les athéroscléroses, anticorps muscle lisse des vaisseaux, hein. Les anticorps anti-GAD, ceux-là sont assez connus, n'est-ce pas? C'est lié au diabète type 1, c'est assez connu. Mais on peut avoir aussi des anticorps anti-GAD au niveau cérébral. Les anticorps anti-GAD, très souvent, c'est le glutamate décarboxylase, ça permet de produire le GABA dans le pancréas. Quand on a des anticorps qui détruisent cette enzyme, ben, vous avez moins de GABA dans le pancréas et du coup, vous avez une, euh, un diabète type 1 qui se développe, mais vous avez exactement la même enzyme dans le cerveau, la glutamate décarboxylase qui produit le GABA dans le cerveau. Et donc, il est possible aussi d'avoir des anticorps anti-GAD au niveau cérébral, ce qui est souvent associé avec certaines formes d'épilepsie. L'épilepsie, c'est la plupart du temps un déséquilibre glutamate-GABA. Glutamate comme neurotransmetteur excitateur et GABA comme neurotransmetteur inhibiteur au niveau cérébral. Les anticorps anti-NMDA, les fameux anticorps anti-NMDA qu'on a découverts, pas que, c'est-à-dire les anticorps anti-NMDA, on les connaissait depuis un certain temps, hein. Mais le fait de les découvrir dans la fibromyalgie et le syndrome intestin irritable, le fibromyalgie et, pardon, le syndrome de la fatigue chronique, eh ben c'est assez spectaculaire comme découverte. Ça donne une hypothèse d'auto-immunité à ces atteintes de fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique. D'autres anticorps qui sont relativement connus, là, les anticorps antiphospholipides, les anticorps anti-GPCR, récepteurs couplés aux protéines G. Là aussi, c'est des protéines qu'on trouve dans toutes les cellules. Les phospholipides, ben, je ne vais pas vous faire un dessin, on les trouve dans toutes les cellules, dans la gaine de myéline, partout. OK? Euh, on a aussi des anticorps anti-récepteurs P2X. D'accord? Donc là, c'est pareil, c'est des anticorps qui sont euh, dans l'apparition est liée à certaines formes de pneumopathie interstitielle qu'on dit idéopathique, n'est-ce pas? Idéopathique, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause, mais en fait, la cause, elle est auto-immune, réellement. Alors,
quelles sont les implications de ce qu'on vient de voir ici par rapport à ces troubles auto-humains non conventionnels, les implications dans la prise en charge, dans la pratique. Donc, théoriquement, on peut avoir des troubles auto-humains non conventionnels dans n'importe quel tissu, n'importe quel type de cellule. Ça peut être associé à n'importe quelle maladie, du moins théoriquement, n'est-ce pas? Euh, Surtout en présence d'un terrain auto-humain. OK? Donc, ces maladies-là sont les plus susceptibles de présenter des réponses auto-immunes non conventionnelles, malgré que, comme je disais, on peut avoir ces problématiques auto-immunes non conventionnelles en lien avec n'importe quelle maladie. La plupart du temps, donc, c'est donc des maladies gastro-intestinales, surtout, du moins ce que l'on sait maintenant, donc, c'est les atteintes liées au complexe moteur migrant et tout ce qui est SIBO. Donc, SIBO, c'est le syndrome d'hyperprolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, comme on peut avoir, enfin, les différentes formes de SIBO, hein. L'IMO, c'est l'hyperprolifération au niveau de l'intestin grêle par les méthanogènes, les SIFO aussi, les infections fongiques sévères et tout ça. Donc, on peut avoir, donc, comme on a dit tout à l'heure, dans un contexte d'infection chronique, ce qui est le cas dans les cas de dysbiose sévère, on va développer à un moment donné forcément un trouble auto-humain, non conventionnel ou conventionnel, peu importe. Et les syndromes de malabsorption et d'intolérance également. Donc, ces maladies gastro-intestinales ici, je ne parle pas des MICI, du Crohn et des rectocolites hémorragiques, où là, c'est des maladies auto-immunes conventionnelles. Je ne parle pas de ça. Ou de la maladie cœliaque ou autre. Je parle bien de pathologies ou d'atteintes ou de syndromes ou de troubles gastro-intestinaux qui ne sont pas officiellement considérés comme des troubles auto-humains. Ici, je dis qu'il y a au moins une partie de la problématique par rapport à ces maladies-là qui est associée à une atteinte auto-immune. Et pareil, pour les maladies neuropsychiatriques, il y en a plein qui sont associés à des anticorps ou des troubles auto-humains non conventionnels. Donc, je vous ai cité l'exemple tout à l'heure de l'encéphalite. L'encéphalite, elle est nécessairement auto-immune, en fait. C'est parce que c'est clair qu'on ne connaît pas tous les anticorps. Et puis, on parle d'une infection virale éventuelle inconnue, parce qu'on ne sait pas. On ne sait même pas si c'est quel virus. C'est quoi comme infection virale, tout ça? En fait, on procède par élimination. On dit, puisque c'est pas auto-humain, donc c'est forcément viral. Bon, où est-ce que vous avez vu que c'est viral? Et puis, il y a de fortes chances, vu le nombre d'anticorps qu'on teste dans le cas d'encéphalite, vu le nombre d'anticorps qui est encore grandissant qu'on teste dans le cas d'encéphalite, il est fort probable que ça soit juste une atteinte auto-immune dont on ne connaît pas l'anticorps encore. Maladie cardiovasculaire également, dans le cas de l'hypertension, parfois dans le cas de l'athérosclérose également. Et puis, bien sûr, les infections froides, c'est alerte générale. Euh, Directement, il faut directement positionner en premier lieu l'hypothèse auto-immune directement. Ah, les maladies inflammatoires, bien entendu, les maladies inflammatoires, classiquement, comme je disais, ça évolue vers l'auto-inflammation et ensuite vers l'auto-immunité, forcément. Les maladies inflammatoires chroniques, bien entendu. OK? Donc là, quand on observe une atteinte, si vous voulez, auto-immune, qui, on va dire, ne répond pas au traitement classique, enfin une atteinte dont on ne sait pas encore que c'est auto-humain, mais qui ne répond pas au traitement classique, dont on ne peut pas expliquer par d'autres hypothèses, à ce moment-là, l'hypothèse auto-immune devrait être la première. Vous voyez, c'est une grille de lecture, hein. C'est un peu comme quand on dit le stress oxydatif, l'inflammation, l'histamine, tout ça. La dysbiose, l'hyperperméabilité intestinale, eh ben, vous avez aussi
l'auto-immunité non conventionnelle. L'hypothèse auto-immune devrait être donc considérée dans toutes les maladies d'origine idiopathique. Alors, il y a quelque chose qu'on répète très souvent, on dit, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit, bon, bah, c'est génétique. Ah, c'est certainement génétique. Ah, vous avez ça dans la famille? Bon, c'est certainement génétique. Ah, vous avez ça depuis l'enfance? Ah, c'est certainement génétique. Vous voyez, l'hypothèse génétique, elle est intégrée dans le raisonnement, même si on l'utilise souvent avec abus. Mais elle est intégrée dans le raisonnement. C'est la première chose à laquelle vous pensez quand on vous dit, bon, j'ai telle pathologie dans la famille ou j'ai ça depuis toujours, c'est directement l'hypothèse génétique. Vous sortez directement la carte d'hypothèse génétique. Alors que vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez strictement rien. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait d'analyse génétique, vous ne savez pas quel gène est concerné, quelle mutation dans quel gène est concernée, etc. Mais vous utilisez cette hypothèse génétique dans votre raisonnement. Mais c'est exactement la même chose qu'il va falloir faire pour les troubles auto-humains non conventionnels. Il faudrait que ça soit aussi une carte à sortir quand il y a lieu à utiliser cette carte. Donc on a bien entendu des analyses un peu poussées, notamment les bilans immunologiques et surtout le typage lymphocytaire qui permet de voir pas mal de choses au niveau du fonctionnement du système immunitaire et notamment d'identifier un terrain auto-humain. Mais ça, c'est des choses un peu plus avancées. Ok, donc l'hypothèse auto-immune devrait être considérée dans toutes les maladies d'origine idiopathique, par exemple. Ok. Au lieu de dire je ne sais pas, ben, explorer les hypothèses qui sont très probables. Vous voyez. Suspecter une atteinte auto-immune dans n'importe quel type d'infection froide, ça va de soi. Donc, c'est une des premières implications pratiques dans la prise en charge. OK? Dans les cas de troubles hormonaux, par exemple, où il s'agit d'un problème lié au récepteur, résistance, résistance au cortisol, résistance à la vitamine D, résistance à la leptine, résistance à l'insuline, résistance à n'importe quelle hormone qui fonctionne, donc une molécule qui fonctionne avec un récepteur. Ça peut être hormone, ça peut être neurotransmetteur. On a parlé tout à l'heure des anticorps anti-NMDA. OK? Donc là aussi, il faut considérer directement cette hypothèse auto-immune, donc des anticorps qui vont attaquer les récepteurs. On a des situations d'hypothyroïdie, par exemple, d'hypothyroïdie due à une anomalie du récepteur. On sait que dans le raisonnement qu'on a par rapport à l'hypothyroïdie, on sait identifier si c'est un problème de TSH, un problème de synthèse d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde, un problème de conversion de T4 en T3, ou ça pourrait être aussi un problème de récepteur. Dans le problème du récepteur, vous avez l'hypothèse génétique, donc de mutation en fait. Vous avez l'hypothèse de défaut de signalisation par manque de tel ou tel micronutriment, tout ça. Et vous avez l'hypothèse auto-immune. L'hypothèse auto-immune, c'est la destruction du récepteur de la T3 systématiquement. Donc, si il n'y a pas de problème génétique et si le patient ne répond pas à ce que vous donnez comme micronutriments, etc., pour améliorer la signalisation du récepteur, ben, il est fort probable que ce soit un trouble auto-humain. OK? Et bien sûr, globalement, on va intégrer un certain nombre de recommandations pour les terrains auto-humains et les terrains dans lesquels on suspecte un trouble auto-humain non conventionnel. OK? On va intégrer donc des recommandations nutritionnelles, micronutritionnelles, de style de vie. Les bases, en fait, et les choses qui ne changent pas, bah, c'est de traiter la sphère intestinale, dysbiose, hyperperméabilité. C'est de traiter les infections froides. Les recommandations nutritionnelles, donc, qu'on va venir adapter pour diminuer tout ce qui produit un effet immunogène. OK? Et donc, bien sûr, tout ce qui est micronutrition qui va permettre de moduler le système immunitaire. En fait, ce sont les recommandations qu'on donne dans le cas d'un terrain auto-humain ou dans le cas de n'importe quelle maladie auto-immune conventionnelle. OK?
Bon, ça c'était la conférence de ce soir. J'espère que ça vous a appris un certain nombre de choses. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a quand même pas mal de questions. Bah écoutez, je vais, comme je vous avais dit au début, je vais passer à la partie où on va présenter un peu rapidement, en quelques minutes, le prochain forum et quelques informations pratiques pour ceux qui sont intéressés. Après, je passerai pour les questions. Donc, comme je disais au début, pour celles et ceux qui n'étaient pas connectés, donc cette conférence est organisée dans le cadre de la préparation du Forum international de nutrition intégrative dans sa cinquième édition qui aura lieu donc entièrement pour cette édition en Zoom, donc en ligne. Donc c'est une formation qui va s'attarder sur les protocoles de prise en charge des maladies auto-immunes par la micronutrition et la médecine fonctionnelle. Ça aura lieu donc du 21 au 25 juin et c'est toujours en fin de journée. Donc c'est à partir de 18 heures, si j'ai bonne mémoire. On a des séances là de 2-3 heures chaque fin de journée, comme on l'a fait lors des précédentes éditions aussi. Donc on aura des intervenants de très haut niveau, comme d'habitude, notamment la participation pour la première fois dans le forum du professeur Mustapha Oumouna, qui est un grand immunologue qui a fait un peu le tour de l'Allemagne, de l'Europe, plusieurs pays, des États-Unis, etc., qui est un éminent immunologue et qui est très, très versé dans la micronutrition et la médecine fonctionnelle. Hein, vous avez les autres aussi qu'on ne présente plus, docteur Lucie Wetchoko, qui nous parlera du lien histamine-auto-immunité. Le docteur Stéphane Rézimont, pareil, donc je ne vais pas vous le présenter encore une fois. C'est un éminent médecin qui pratique la médecine fonctionnelle et qui est très connu pour sa pratique aussi de l'hormonologie, de la micronutrition. Alors, le docteur Bruno Donatini, qu'on a eu la dernière fois et qu'on va avoir cette fois-ci aussi, puisqu'en fait, c'est un des domaines de prédilection, un de ses domaines de prédilection. C'est un gastro-entérologue très, très particulier qui est un spécialiste du microbiote intestinal et buccal et qui s'intéresse beaucoup aussi aux maladies inflammatoires et auto-immunes. Et alors, on a aussi pour la première fois le professeur Philippe Imbert, qui est très connu aussi pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un professeur de dermatologie, mais qui est aussi spécialiste en médecine interne et qui est connu pour son approche intégrative globale. Il a une approche très particulière et que j'estime très, très, très intéressante. C'est un spécialiste aussi des parasites. Ok. Donc, il va intervenir ici pour la première fois et qu'on aura aussi lors du débat. Parce qu'on a un débat, je vais vous montrer un peu le programme tout à l'heure. On a Dr Amira qui est physiologiste et nutritionniste qu'on a eu l'occasion d'avoir la dernière fois, donc qui a aussi une approche très intéressante, qui va nous présenter également deux cas cliniques. Dr Nabila aussi qui est également médecin et qui pratique aussi la médecine fonctionnelle et la micronutrition. On a eu aussi la dernière fois. Sa conférence était aussi très intéressante et très enrichissante. Et le docteur Christian Boyer, Gérard Garofalo, etc. On a aussi quelques surprises qu'on vous réserve sous le coude pour l'instant. Donc, le site est fonctionnel. Avant, c'était un peu pas très fonctionnel sur les précédentes éditions. Là, il est fonctionnel. Euh, ifin, ifin-dz.com. Voilà. Le site est fonctionnel. Vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez par rapport au programme, par rapport à tout ce qu'il y a, les dates, etc. Les infos pratiques, les tarifs, etc. Et vous pouvez vous préinscrire directement automatiquement sur le site. Vous avez le site ici et vous pouvez scanner le flash code là pour avoir accès directement au site. Vous pouvez aussi contacter directement Science Event
pour toute demande d'infos ou inscription, préinscription. En tout cas, sur le site, vous avez toutes les infos. Vous avez aussi une vue d'ensemble de ce qui a été fait auparavant sur les précédentes éditions, puisque je vous disais ici, on est sur la cinquième édition du forum. OK. Euh, alors, je vais maintenant prendre les questions, en tout cas les questions auxquelles j'ai pas répondu. Exemple de virus qui provoque une maladie auto-immune, donc j'ai déjà répondu dans la conférence. Si on trouve des anticorps anti-CMV, IgG à plus de 1200, quelles sont les maladies auto-immunes faudrait-il chercher? Je ne sais pas vous dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste qu'il y a un terrain d'auto-immunité euh, très potentiellement. C'est pas systématique, c'est pas à 100% des cas. euh, c'est pas à 100% des cas qu'on va avoir donc une infection CMV ou autre maladie virale avec terrain d'auto-immunité, mais euh, on va dire plus de 95% des cas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous avez une infection froide, c'est terminé, vous considérez directement que c'est une atteinte auto-immune non conventionnelle. Même si elle n'est pas là maintenant, bah, il suffit d'attendre, ça viendra. Et puis c'est très difficile de gérer ces infections froides. Parce que, par définition, les infections froides, bah, ça dure sur le très long terme. Donc tout ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a un terrain d'auto-immunité. Deux, trois maladies auto-immunes sur terrain auto-humain. Est-ce que obligé de donner les anticorps monoclonaux? Je ne sais pas vous répondre. Froide sans fièvre. Froide sans fièvre. Euh, en fait, alors, oui et non. En fait, on dit froide, oui, parce que la plupart du temps, ça donne pas de la fièvre. Mais il y a dans la notion d'infection froide cette notion de pérennité de l'infection. C'est-à-dire l'infection est là et c'est une infection chronique, on va dire. Il y a une notion de chronicité et infection. euh, Quand on dit chronique, ça suppose en fait qu'on sent les, les répercussions. C'est comme, par exemple, admettons une inflammation chronique, on sent qu'il y a l'inflammation chronique, vous voyez, avec parfois des pics. Mais froide, c'est que l'infection est là et on peut même ne pas le savoir. C'est-à-dire, il y a des manifestations par moment, des exacerbations, mais d'ailleurs, on les associe absolument pas à l'infection, la plupart du temps. Et puis ensuite, ça disparaît et ça reste là. Vous voyez, c'est comme les herpès virus, par exemple. On prend l'exemple le plus simple, le moins problématique, on va dire, qui est l'herpès labial. Bon, l'herpès labial, mis à part les moments où on est extrêmement fatigué, épuisé, tout ça, où on voit que on a un bouton de fièvre qui apparaît quelque part, mis à part ça, les autres moments, on n'a pas du tout de manifestation de l'infection. Et donc, froide, c'est dans ce sens aussi. C'est le sens chronicité sur le très long terme, sans nécessairement des impacts au niveau clinique. Il y a des impacts au niveau métabolique, certes, mais pas au niveau clinique. Typage lymphocytaire est suffisant pour une enquête étiologique. Le typage lymphocytaire n'est pas suffisant, mais le typage lymphocytaire est extrêmement recommandé et très, 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 très important dans ces situations. Je suis face à ce problème. Plusieurs de mes patients qui présentent des signes cliniques disparates sans signature auto-immune biologique et vice-versa, et depuis l'infection Covid. Exactement. Depuis l'infection Covid, on a de plus en plus de ce genre de problème, le, d'où la thématique de cette édition du forum. Parce que maintenant, on parle plus du Covid, on parle plus ou moins encore un peu du syndrome post-Covid, tout ça. Mais en fait, ce qui est vraiment inquiétant, c'est c'est les cas d'auto-immunité et des infections froides, surtout les infections virales, comme je disais tout à l'heure.
Le SARS-CoV-2 est un réactivateur viral très puissant. Donner des extraits de tissu, du tissu touché. Exemple, donner des boyaux courants, aider à baisser les anticorps, maladie de Crohn, possible de rebasculer terrain TH1. Non, en fait, c'est pas nécessairement, on va dire, c'est pas un traitement quand on parle des extraits de tissu touché. Non, ça permet de soutenir juste en cas de, oui, en cas d'auto-immunité sur, par exemple, intestinal ou autre, ça permet juste de soutenir. Mais non, ça ne diminue pas les anticorps nécessairement. Et puis rebasculer vers un terrain TH1, j'en ai pas vu. Au niveau de non. Bon. Au niveau du typage lymphocytaire, on voit une amélioration du terrain. Mais en fait, c'est surtout les personnes qui ont déjà d'emblée un terrain auto-immun, soit à cause d'infections froides qui ne partent pas, ou à cause d'un terrain génétique ou d'autres causes, ou d'une inflammation qui a duré des dizaines d'années. Quand on a un vrai terrain auto-immun, en général, on a un point d'équilibre qui revient, un point d'équilibre immunitaire qui revient vers ce terrain auto-immun. Moi, je n'ai pas vu de, je n'ai pas vu de rebascule d'un terrain auto-immun vers un terrain équilibré. Tout ce qu'on peut faire, c'est de corriger et d'améliorer un peu la situation. Ok, alors, maladies auto-immunes non conventionnelles peuvent déclencher très souvent des maladies conventionnelles. Non, en fait, c'est pas les maladies auto-immunes, c'est pas les troubles auto-immuns non conventionnels qui déclenchent les maladies auto-immunes. C'est d'ailleurs une maladie auto-immune peut déclencher un trouble auto-immun non conventionnel. C'est le terrain d'auto-immunité qui déclenche les deux. On peut avoir ou l'un ou l'autre ou ensemble. Quand la personne a un terrain auto-immun, elle va développer les maladies auto-immunes les unes après les autres. Et en parallèle, forcément, si on a un laps de temps suffisamment long, c'est-à-dire si la personne vit suffisamment longtemps, il va y avoir forcément des atteintes auto-immunes qu'on ne sait pas identifier, qui sont non conventionnelles. Donc c'est le terrain auto-immun qui déclenche ça, qui déclenche les deux. Fibromyalgique, on trouve des anticorps anti-NMDA. Non, pas tous. Mais je ne sais pas donner un pourcentage précis, mais on va dire plus de la moitié. Plus de la moitié. Anticorps conventionnels, non conventionnels ont été répertoriés jusqu'à présent. Combien d'anticorps conventionnels non conventionnels ont été répertoriés? Pour la fibromyalgie, ou alors en général, en fait, par définition, un trouble auto-immun non conventionnel, eh ben, par définition, il n'a pas d'anticorps. Et les anticorps que je vous ai présentés tout à l'heure, ce sont des anticorps pour une partie qui sont connus très récemment, pour vous dire, regardez, là, il y a un anticorps qui, il n'y a pas très longtemps, n'a pas été reconnu ou connu, et que maintenant, on le connaît. Et comme c'est récent, il n'y a pas de maladie auto-immune autour de ça. C'est-à-dire, pour dire une maladie auto-immune conventionnelle, il faudrait qu'il y ait un protocole de diagnostic, un protocole de prise en charge, des critères, tout ça. On n'a pas tout ça avec la plupart des anticorps que je vous ai présentés tout à l'heure. Parfois, on a des signes cliniques très évocateurs d'une maladie auto-immune, par exemple, sclérodermie, oui, alors que euh, le bilan d'auto-immunité négatif, est-ce qu'on devrait. Oui, oui. Là, en fait, si de votre expérience de médecin euh, clinicien, si vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit, tiens, ça ressemble fortement à une atteinte auto-immune et que vous trouvez que le bilan est négatif,
il faudrait probablement explorer cette hypothèse beaucoup plus. Je vous disais tout à l'heure, des médecins qui se disent, bon, ça ne peut pas être autre chose qu'une maladie auto-immune. Ce bilan-là, ben, il est négatif, mais moi, je considère que c'est une maladie auto-immune parce que je ne sais pas expliquer autrement. Et il met le patient sous un immunosuppresseur et le patient répond immédiatement. Intérêt de prendre en charge l'intestin et son intégrité coûte que coûte. Exactement, absolument. Voilà, donc ok, ça marche. Euh, bon, écoutez, merci donc pour votre attention. J'espère que ça a été clair, que j'ai répondu en tout cas à la plupart des questions. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés par le prochain forum, la prochaine édition qui s'annonce extrêmement intéressante, avec des nouvelles données et des nouveautés et de nouvelles têtes aussi pour cette prochaine édition sur l'auto-immunité. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous préinscrire déjà sur le site et à contacter donc Science et 20, le docteur Sofiane Benzelgin qui pourra vous renseigner et vous inscrire aussi si vous êtes intéressé. Voilà. Merci donc pour votre attention, ça a été un plaisir et je vous dis à bientôt. On aura